le thème, c'est comment jouer, comment gagner face aux inégalités femmes-hommes. Donc, pourquoi j'ai été choisie sur ce thème? C'est parce que je suis formatrice et consultante sur l'égalité femmes-hommes et l'inclusion. Et j'ai développé des solutions interactives et ludiques, à la fois pour les entreprises, les collectivités ou les étudiants, avec ProÉgal, donc interactif et ludique. Donc en fait, aujourd'hui, on va aborder deux thèmes. Donc il y aura deux parties. Comment le jeu contribue à promouvoir l'égalité femmes-hommes, notamment au sein des entreprises. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. Et le deuxième thème, parce qu'on est dans un festival ludique, quelle place ont l'égalité femmes-hommes et la mixité dans le monde des jeux? Alors déjà, je vais vous dire pourquoi j'utilise le jeu en formation, dans le cadre de mes formations. Je suis une formatrice pour adultes certifiée. Ah non, hop, on revient en arrière. Formatrice certifiée FFP. Et à côté de ça, je suis actrice de théâtre d'improvisation, donc c'est assez proche du jeu de rôle, dans deux troupes parisiennes, les Chutes Libres, donc on fait des spectacles tous les mois, dans des cabarets parisiens, et les Félins de la Falaine, où là c'est des spectacles privés que vous pouvez commander pour des anniversaires et tout. Et si j'étais contactée aussi par la FFJDR, c'est que je suis joueuse de jeux de rôle grandeur nature. Alors, effectivement, moi j'ai une question à vous poser, si vous pouvez répondre sur le chat. À votre avis, c'est quoi, toute chose égale par ailleurs, la différence de salaire moyenne entre les hommes et les femmes en France? Alors, Céline, 20 à 30%, 20%, 20%, vous êtes... Attendez, on attend, 30%. Alors, vous êtes tous dans le vrai, parce qu'en fait, c'est la moyenne au INSEE, c'est 24%. Après, il y a d'autres statistiques qui disent 25. Après, ça dépend si on prend le temps partiel en compte ou tout ça. Mais là, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est 24%. Et ça a légèrement progressé ces dernières années. Après, il y a BPW, qui est un groupe de femmes professionnelles. Chaque année, elle fait en fait une soirée. C'est souvent, alors au départ, quand j'y allais, c'était début avril. Maintenant, c'est plutôt fin mars, vers le 24 mars. Et en fait, c'est le temps que doit travailler une femme en plus par rapport aux hommes pour gagner le même salaire. Donc ça fait effectivement un trimestre, ça fait à peu près 25%. Et donc d'après leurs calculs, en gros, on sera un peu tous morts quand on arrivera à l'égalité salariale si on continue comme ça, à progresser lentement. J'ai une deuxième question pour vous. Combien de femmes, c'est un sondage IFOP, combien de femmes, je vous en prie, rentrez et asseyez-vous. On en est au début, donc il n'y a pas de souci. Combien de femmes ont dit avoir été victimes de harcèlement sexuel, pas forcément qu'elles l'aient dénoncé, dans le cadre du travail? Alors, JB Damien, n'est-ce pas un problème d'affirmation dans la défense de son revenu? C'est pas le problème principal, on va le voir après. Alors, concernant la question sur le harcèlement sexuel, de mémoire, c'est 32%. Donc, de toute façon, on va passer à la slide avec les réponses. Donc, il y a un accès homme-femme inégalitaire aux emplois et aux carrières. Donc, c'est quand même... Voilà, c'est pas un problème d'affirmation dans la défense de son revenu. Oui, certes, mais ça joue à la marge, effectivement. Il y a peu de femmes... Les femmes n'osent pas demander d'augmentation de salaire. Moins, en tout cas. Et est moins grande, mais le principal, c'est cet accès inégalitaire, qu'on soit jeune ou plus âgé.
Il y a le problème aussi du rattrapage quand on est enceinte. Il y a très très peu de rattrapage et au final, même sur les retraites, ça se voit. Donc, vous pouvez lire que le salaire est structurellement inférieur. Donc, c'est par le type d'emploi occupé. Là, on en a parlé pas mal avec le Covid. Il y a beaucoup de caissières, d'infirmières. Les métiers restent genrés. C'est aussi le temps partiel, mais là, dans cette statistique, ça ne vient pas en compte. Et donc, il y a quasiment 10% de l'écart salarial qui reste inexpliqué. Donc, ça va être on appelle ça des discriminations pures à l'égard des femmes. Et donc, oui, tout à fait, accepter qu'une femme devienne mère est une richesse, un pari sur l'avenir collectif, je suis tout à fait d'accord. On ne devrait pas au contraire, elle devrait être augmentée en rentrant de congé mater. Et zygocide, oui, trop, importe le nombre, parce qu'en plus, voilà, ce nombre, c'est du déclaratif. Et déjà, il faut savoir ce que c'est le harcèlement sexuel. Par exemple, moi, j'ai fait pour une entreprise un atelier spécifique sur le harcèlement moral et sexuel. Et ils ont découvert, la plupart, pour ce qui est les attouchements, tout ça, ils ont compris, mais tout ce qui est harcèlement sexuel environnemental, c'est-à-dire le harcèlement, c'est fondé sur la répétition. Donc la répétition de blagues sexistes fait partie dans la loi du harcèlement sexuel. Donc peut-être que 32%, c'est vrai que là, sur ce chiffre, vous étiez à 50, 60, 70%. Si on prend en compte le harcèlement sexuel environnemental, je pense qu'on y arrive. Donc en tout cas, c'est 32% d'après le sondage IFOP. Alors pourquoi le jeu? Pourquoi moi et d'autres d'ailleurs, je ne suis pas la seule formatrice après sur ce sujet-là. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi personnellement. C'est parce que ça faisait 12 ans à peu près à l'heure où je parle, ça fait 12 ans que je fais de la veille sur le sujet égalité, inclusion, discrimination. Et tout ce qui touche en tout cas à l'égalité femmes-hommes, quand j'allais aux conférences, on comptait les hommes sur les doigts de la main. Voilà, clairement. Donc je faisais, au départ, je ne fais pas les stats, mais après, je m'amusais. Voilà, sur 100 personnes, il y avait 5 hommes. Il y a une exception, quand des grands dirigeants, hommes, se sont dit, oui, voilà. Ils ont écrit un livre sur la mixité. Alors déjà, quand je leur ai parlé, ils disent non, il ne faut pas parler d'égalité femmes-hommes. Nous, on préfère parler de mixité, parce que c'est moins dérangeant. Et là, cette fois-ci, ils avaient invité leurs amis, donc il y avait presque la moitié d'hommes dans la salle. Voilà, donc c'est la seule fois en 12 ans où j'ai vu une mixité, parce que la mixité, c'est pas forcément 50-50, mais ça peut être au moins 2 tiers, 1 tiers, quoi. Donc pourquoi une approche interactive et ludique? Donc les objectifs, là je vais prendre le cadre d'une entreprise. Donc de lutter contre les inégalités femmes-hommes, les objectifs bien sûr c'est de développer l'égalité professionnelle, que ce soit en termes de carrière, de salaire, de plafond de verre. Donc n'hésitez pas, le plafond de verre c'est évidemment l'accès aux fonctions de direction. Voilà, moi je dis qu'on a souvent des bosses sur la tête à force de se cogner au plafond de verre. Donc c'est développer l'égalité professionnelle et la mixité dans certains secteurs, certains métiers, par exemple comme le BTP, mais il y en a d'autres, ou inversement dans le métier de sage-femme ou d'infirmier. Donc c'est aussi c'est très important, moi je travaille beaucoup là-dessus, c'est de faire évoluer les représentations. Et à partir du moment où on a fait évoluer les représentations, on peut aussi agir sur les comportements. C'est pour ça que le jeu, à travers l'expérience qu'il fournit, est utile, parce que donc on se fonde sur la participation active des stagiaires pour en faire des acteurs, non pas de la formation, parce que bon, c'est bien, ok, vous avez une formation d'une demi-journée, une journée, voire un peu plus. Bon, souvent sur ce thème, c'est pas forcément beaucoup plus déjà. Bon, même si on voudrait être plus pointu, il faudrait faire un peu plus. Mais des acteurs de la transformation de l'entreprise. Donc, et pourquoi j'ai choisi le jeu aussi, c'est par rapport au constat que j'ai fait précédemment, c'est que les hommes, quand on leur balance des chiffres, globalement, des conférences un peu classiques, ça ne les intéresse pas. Et avec le jeu, moi, j'insiste à chaque fois pour avoir justement des groupes mixtes. Alors après, je suis aussi intervenue auprès de femmes entrepreneurs, donc là, ce n'était pas mixte, mais globalement, j'insiste pour avoir des groupes mixtes.
Et résultat, le jeu, ça marche bien. Voilà, donc pourquoi le jeu? Alors Diane avait fait tout un cours sur le jeu éducatif hier, hein, Diane Desposito qui est dans la salle, donc c'est un peu plus développé, là je vais aller rapidement, ça permet d'engager activement les participants. Bah, en fait, on sollicite pas que l'intelligence cérébrale quand je vous balance des chiffres, mais l'intelligence émotionnelle de chaque stagiaire et aussi l'intelligence collective. Moi j'aime bien faire des jeux de groupe ou en sous-groupe. Et en tout cas, l'intelligence émotionnelle, ça permet de mieux mémoriser. À partir du moment où on a fait l'expérience et qu'on a eu aussi des émotions, parce que je vais vous dire le type de jeu qu'on peut utiliser, ben on peut suspendre les résistances face au changement. Parce que globalement, que ça soit ce changement-là ou d'autres changements, par nature, les êtres humains, ils sont résistants au changement. Voilà, bah, c'était toujours comme ça. Nous-mêmes, moi, quand j'étais petite, voilà, à l'école, tout ça, il y avait des stéréotypes qui circulaient et moi, j'ai dû en prendre conscience après coup, quoi. Voilà, quand j'étais adulte, hein. Euh, donc, jeu et motivation. Pourquoi le jeu globalement dans la formation? Je prends en exemple la pyramide de Maslow. En fait, c'est les besoins de chacun. Bon, on commence par des besoins physiologiques, manger, dormir, mais aussi, on n'a pas uniquement besoin de ça c'est le minimum, mais d'avoir des activités variées, interactives. C'est vrai que pendant le confinement, il y en a peut-être qui étaient seuls, ils ont pu se sentir seuls. Et en règle générale, on aime s'exprimer et la plupart des gens aiment jouer. Il y a le besoin de sécurité, voilà, c'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'on s'est confiné. Mais donc moi, ce qu'il faut faire attention quand on est formateur, surtout sur des sujets un peu délicats, parce que je vous dis que je parle aussi de harcèlement, c'est d'établir un climat de confiance. Et ça va de pair d'ailleurs avec ce besoin d'appartenance et pour lequel je favorise la coopération par des jeux en sous-groupe, en groupe, où on valorise les participants, on leur dit c'est bien ce qu'ils ont fait et tout, et on met en valeur la richesse et la diversité du groupe. Et en termes de reconnaissance, déjà on stimule l'intelligence des participants, c'est un peu moins passif que là actuellement. Donc pédagogie et jeu également, et après je vais vous dire quel type de jeu on fait. C'est de prendre en compte les différents profils. Alors c'est vrai qu'on a 2 heures ou 3 heures, c'est pas évident de connaître les différents profils. Quand on a 4 jours, on commence à mieux les cibler. C'est pour ça qu'en amont des formations sur l'égalité femmes-hommes, on peut aussi envoyer des quiz ou des choses pour voir le niveau déjà de connaissance. Pardon. On explique pourquoi ce qu'on fait est utile quand même. Donc la phase un peu explication, comme je viens de faire, je la mets souvent en introduction. Mais je n'oublie pas tout ce qui est exercice d'éveil pour favoriser l'attention. Alors en théâtre d'improvisation, ça, on a plein d'exercices d'éveil. Et en même temps, ça renforce le sentiment de groupe, le sentiment de communauté. Donc c'est ceux-là que j'utilise. Et pour ensuite passer à l'action. Si je vous dis, voilà, vous allez faire tout de suite, sans s'être un peu échauffé, entraîné, une femme qui rentre dans un comité de direction, c'est son premier jour, c'est peut-être un peu dur. Si on s'échauffe, c'est déjà plus facile. Donc, comme dans tous les jeux, il faut donner des consignes précises. Et ce qui est très important, voire le plus important, surtout dans ce genre de sujet, discrimination, inégalité, c'est la place importante donnée au débriefing, donc laisser un temps après le jeu où les gens puissent s'exprimer, voir ce qu'ils ont ressenti, voir comment eux, ils ont analysé aussi l'objectif du jeu. Voilà. Donc je passe aux différents types de jeux que moi ou d'autres peuvent faire en entreprise ou pour les collectivités. Moi, je suis vraiment centrée sur favoriser l'interaction et la collaboration, donc d'où les jeux de rôle, ou alors les mises en situation. Est-ce que vous savez la différence entre jeu de rôle et mise en situation? C'est assez subtil, mais en fait, c'est qu'une mise en situation, on va jouer son propre rôle dans le cadre du travail. Si vous êtes une cadre dirigeante d'un entrepôt, vous resterez une cadre dirigeante d'un entrepôt et je vais vous faire jouer une scène où chacun joue son propre rôle. Avec les jeux de rôle, vous allez jouer un personnage.
Il y a les escape games, alors que d'ailleurs j'ai mis virtuel, mais ils peuvent être virtuels ou pas virtuels. Moi j'ai testé un escape game pas virtuel d'un autre que j'ai beaucoup apprécié. Il y a tout ce qui est quiz en sous-groupe. Que faire le quiz en amont seul, c'est bien. Mais le quiz en sous-groupe, moi, je reste à côté, j'écoute. Et ça fait soulever de nouvelles questions. Voilà, moi j'en ai fait sur le harcèlement sexuel et moral, justement. Après, il y a tout ce qu'on appelle les jeux de Tiagui. Si vous voulez regarder, il y a un site qui est très bien fait en français, même si lui, il est d'origine indienne. Mais après, ça a été un peu, ça a essaimé dans le monde. C'est plein de petits jeux assez courts. Euh, plein de petits jeux assez courts. Et ça peut être adapté à plein de. Alors évidemment, tous les jeux de Tiagui ne sont pas forcément adaptés à ce sujet, mais moi j'en ai sélectionné quelques-uns. Et alors, ceux que je ne fais pas, mais que fait Equiwork, c'est un jeu en réalité virtuelle. Bon, là, en revanche, on est seul avec son casque de réalité virtuelle, mais sinon, c'est intéressant. Donc là, il y a une photo d'atelier de jeu de rôle à HEC Stand-Up, pour des femmes entrepreneurs. Donc moi, je viens, quand je peux, je viens avec des acteurs professionnels qui peuvent être là pour guider en fonction de tout ce qui est jeu de rôle, pour mieux guider. Et en fait, ils jouent les rôles des bad boys. Ils jouent les rôles des bad boys. Voilà, pour que les gens ne se sentent pas forcément voilà, de jouer le rôle du mec harceleur ou sexiste, c'est pas forcément évident et c'est pas forcément le but. Hein. Donc voilà pour dans les jeux de rôle en entreprise. Après, pour faire dans le monde du jeu, moi je suis pas, voilà, bon, j'ai mon expérience, mais après j'en ai profité pour interviewer pas mal de joueuses. Donc des joueuses qui jouent à différents jeux, que ce soit des escape games, des jeux de rôle grandeur nature. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le jeu de rôle grandeur nature hein, dans la salle tous? Ok. Donc des jeux de société, des jeux de plateau. Donc on constate par rapport à moi à l'époque où j'étais ado et que j'étais la seule dans mon club d'échecs et qu'on était dans le même endroit que le club de Magic où il n'y avait pas trop de filles non plus, c'est qu'il y a une féminisation progressive, mais on n'est pas encore à la mixité. Et résultat, il y a des stéréotypes persistants, notamment des filles sexy, mais pas que, enfin des différents stéréotypes qu'on peut avoir, des clichés. Souvent la conception des jeux passe par le prisme de l'imaginaire masculin. Plus grave, il y a des violences sexistes et sexuelles, hein, notamment il y a une étude FEDGN, donc dans le jeu de rôle grandeur nature de 2017. Ils ont demandé tout ce qui était acte délictueux. Sur 186 faits dénoncés, 48 sont de nature sexuelle, démontrent la réalité du phénomène et sa gravité. Plus grave, sur les 208 faits dont ont été témoins ce qu'on appelle les joueurs, les GNIS, 106 sont des faits de nature sexuelle. Donc voilà, dans ce jeu où quand même c'est toi et tout ton corps qui joue le rôle, voilà, il faut. Donc je vais y revenir un peu après. Globalement, on m'a dit même aujourd'hui que les clubs de jeu essaient assez peu de recruter au féminin. Alors, il y a du mansplaining aussi. Alors, je pense qu'il y a pas mal de femmes, même quasiment 100%, qui ont fait face au mansplaining. Vous savez ce que c'est le mansplaining? Que quelqu'un veut prendre son micro et l'expliquer à ma place. Hop. Je sais pas comment je dois faire un. Sinon, le mansplaining, c'est en fait, en gros, on se dit. Khalid, oui. Ok. Bien, bon, alors merci Khalid, me fait sourire. Donc, c'est quand un mec, il explique aux femmes comment c'est, alors que souvent c'est assez évident, où elle a déjà tout compris. Voilà, notamment expliquer les règles d'un jeu, tout ça. Il y a une tête, souvent derrière, c'est une femme, donc elle va pas forcément connaître. Voilà, il y a ce cliché-là derrière. Donc voilà, donc et, même y compris au niveau de jeunes joueurs, hein, donc comme quoi c'est pas encore gagné. Oui, du paternalisme, ça va un peu avec. On essaye un peu de. Dans les escape rooms, là, il y avait une joueuse d'escape room. Elle me disait quand elle arrivait en équipe féminine,
elles étaient moins prises au sérieux par les gens qui sont propriétaires de l'escape room. Sinon, quand elle était dans les équipes mixtes, il y avait souvent un problème d'écoute de la part des hommes vis-à-vis des femmes dans le cours du jeu. Ils avaient tendance à monopoliser les actions les plus intéressantes à faire. Et ça, je pense qu'on peut assez, en tout cas, le problème d'écoute, il peut, à mon avis, il peut être transposé à d'autres jeux. Donc sur le grandeur nature, il y a encore beaucoup de rôles féminins stéréotypés et ou moins importants par rapport à l'histoire globale du jeu et ou moins intéressés pour l'intrigue de jeu parce que c'est toujours une histoire, un peu comme dans le théâtre d'impro, qu'on essaye de faire avancer, chacun ayant ses objectifs. Alors moi, souvent, quand je suis joueuse de jeux de rôle, déjà, en fait, c'est en interviewant les autres parce qu'à chaque fois, moi, il y a souvent c'est très important, c'est les questionnaires avant. Dans les questionnaires avant, on dit quel type de rôle. Alors, romance, tout ça, je mets ouais, pourquoi pas. Mais dans tout ce qui est négociation, diplomatie, moi, je mets à fond, vraiment. Et donc, c'est vrai que je sais que sur un GN, où visiblement une de celles s'est plainte, un GN sur Game of Thrones, moi, j'avais un rôle, mais super important et qui a énormément de pouvoir sur une Lannister. Voilà. Donc, comment agir? Il y a des pistes qui m'ont été données et auxquelles j'ai réfléchi également. C'est développer des équipes mixtes, à la fois d'écriture d'un jeu, de sa conception, ou d'organisation de jeu. Développer, ça c'est Fanny qui me l'a dit, développer des jeux plus collaboratifs et moins fondés sur la compétition. Qui va avec, même dans un jeu plutôt compétitif, de favoriser où on doit gagner par rapport à une autre équipe. Favoriser le fair play. Hein. Moi, en tout cas, quand j'ai fait des compétitions d'échecs, c'était assez hallucinant ce que j'ai vu. Quoi. Il y a des mecs qui arrivent à tricher aux échecs. Quoi. Et puis, comme je jouais essentiellement contre des mecs, c'est pour ça que j'ai dit que c'est des mecs. Voilà. Donc, parce que la compétition, voilà, il y a toujours un gagnant, un perdant, donc il y a des statuts différents et ça peut engendrer des attitudes de domination. Après, moi, je suis pas contre la compétition totale, il faut savoir bien la gérer. Alors, je regarde dans le public. Ouais, ok. Ah, attendez, je regarde un peu les commentaires. Ok. Donc, un truc très important, c'est quand on a été victime de violence ou de harcèlement sexuel dans le cadre d'un jeu, c'est de libérer la parole. Alors, il y a des groupes de parole sur Facebook, voilà, et puis de toute façon, il faut aussi en parler aux organisateurs du jeu. Et puis là, j'ai une amie, elle fait un peu tous les jeux, même en jeu de plateau, dès qu'il y a un commentaire sexiste ou discriminant, elle le relève. Alors déjà, rien que le fait de le relever pour soi, c'est important. Moi, je vous dis, même dans le milieu professionnel, au début, je ne faisais pas forcément attention. Et puis là, ça fait depuis une douzaine d'années que je fais beaucoup plus gaffe. Et après, d'en faire la remarque déjà à la victime, à la personne qui le fait aussi. Enfin, voilà. Et il y a même, on m'a dit que parfois, il y a des, comme aujourd'hui, des colloques sur le sujet du sexisme dans le monde du jeu. Alors, je mets sexisme, c'est les inégalités. Pour terminer, avant de vous laisser la place aux questions, je vais faire un petit zoom sur le jeu de rôle grandeur nature. Donc dans le jeu de rôle grandeur nature, qui est quand même qui implique quand même son être. Donc vraiment, là j'avais une conceptrice de jeu, donc maintenant elle fait vachement gaffe par rapport à justement il y a 12 ans à développer des jeux de rôle inclusifs et bienveillants dans leur conception. Que ce soit pour les femmes ou les diverses minorités. Elle m'a donné des exemples, voilà. Donc avec des rôles féminins intéressants, hein, et puis avec une mixité des rôles, voilà, qu'on ne fasse pas du 80 rôles mecs, 20% femmes, mais 50-50. Et représentant effectivement aussi les minorités, et aussi dans l'organisation. Ce qui était intéressant, il y a eu quand même beaucoup de travail là-dessus en GN par différents organisateurs. Des sessions de jeu en rôle inversé, donc les femmes jouent les personnages hommes, les hommes jouent les personnages femmes. Alors ça, il y a des organisateurs qui n'aiment pas trop, des organisatrices aussi. Ils trouvent que c'est trop cliché, mais il y en a d'autres qui m'ont dit que, au contraire, on se rend compte ce que peut subir l'autre genre.
mais qu'il faut quand même du temps pour y rentrer. C'est pour ça d'ailleurs que souvent ce genre de jeu, il y a des ateliers préparatoires. Il y a aussi de créer des rôles dégenrés. Dégenrés, c'est dès le départ, dès la conception du jeu, le personnage, il va s'appeler Dominique, Claude ou ce que vous voulez, mais en tout cas, il n'a pas de genre. Et donc après, on peut l'interpréter avec son genre personnellement. Autre chose que moi je fais, là vous avez vu dans les photos, c'est aussi des vidéos, c'est d'inverser les stéréotypes. Donc c'est les femmes qui, là dans les photos que vous voyez, c'est des femmes qui sont les chefs de l'entreprise. C'est une entreprise qui a créé un robot homme énager pour soulager les tâches ménagères. Et dans les jeux de rôle aussi, ça se fait, ça peut se faire. Et évidemment, je vais terminer par les ateliers préparatoires. C'est vraiment donc en amont d'un GN. Moi, j'ai même joué à des GN où la durée des ateliers préparatoires excédait la durée du jeu. Donc, on aborde plein de sujets, dont la sécurité émotionnelle. Donc, c'est des efforts à la fois des organisateurs, quand même, de préparer tous ces ateliers, et des joueurs. Donc, il y a notamment la mise en place de safe word. Par exemple, dire cut quand, non pas le personnage, mais moi, joueur ou joueuse, je suis dérangée par la façon dont le personnage et donc le joueur en face agit par rapport à moi. Et notamment, il y a quand même des jeux où il y a de la séduction entre les personnages et voilà. Et donc, par exemple, évidemment, quand deux personnages doivent s'embrasser, on ne s'embrasse pas vraiment. On se touche les mains, on se touche les bras. Donc, il y a différents codes et tout ça, ça se travaille en atelier avant. Écoutez, voilà pour des pistes. Après, si vous avez d'autres pistes, soit vous prenez la parole maintenant, soit vous le mettez dans le chat. Et si vous avez des questions, pareil. Merci au Bordeaux Geek Fest, à la Fédération française des jeux de rôle, à Diane Desposito par laquelle j'ai reçu l'invitation. Et donc, pour leur témoignage, Fanny, Stéphanie et Tiffaine, avec qui j'ai beaucoup parlé. Donc moi ensuite j'interviens à la fois dans des écoles ou dans des entreprises, à travers d'autres organismes de formation également. Voilà, c'est à vous.